Le bilan provisoire est de 22 blessés, dont 5 par balle, 4 étant dans un état extrêmement préoccupant. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est arrivé hier soir très tard à Calais et ce matin, il faisait cette déclaration. Je suis venu dans la nuit ici parce que la situation est évidemment extrêmement grave. Ce matin, on compte 22 blessés, donc 5 par balle, dont 4 dont l'état est toujours extrêmement préoccupant. Et donc, jamais on avait vu ce degré de violence à Calais. Le message que je veux faire passer, c'est que si on veut aller en Grande-Bretagne, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Hervé Nathan, on a une impression quand même d'impuissance là, du ministre qui donne le bilan, qui a l'air complètement désorienté presque. Oui, mais c'est l'impuissance de tous les gouvernements français depuis la signature des accords du Touquet, et même d'ailleurs un petit peu avant. C'est-à-dire que nous faisons faire à la police française un travail pour l'État britannique, qui est d'interdire l'accès à la frontière et la possibilité d'aller demander l'asile sur le territoire britannique, en accord des accords du Touquet, sur le territoire français, avec des fonctionnaires d'autorité français qui sont, en plus, d'après l'enquête que nous avons faite, qui était parue dans le journal de la semaine dernière, qui sont laissés à eux-mêmes par la hiérarchie, ce qui explique en partie qu'il y ait, en partie seulement, qu'il y ait des gestes qui ne soient pas admissibles du point de vue de la déontologie policière. Ils sont laissés à eux-mêmes. À partir du moment où on a démantelé la jungle, la hiérarchie qui contrôlait, enfin, et qui dirigeait les policiers, le dispositif sur Calais a été allégé. Il y avait un sous-préfet qui s'occupait uniquement de surveiller de la surveillance des migrants sur Calais. Ce poste-là n'existe plus. Il y avait un commissaire de police qui était là exprès pour diriger les troupes sur cette mission-là. Ce poste-là a disparu, il n'y a plus qu'un appui administratif. Alors peut-être que le ministre a ramené dans ses bagages un sous-préfet et un commissaire, ce serait bien parce que les policiers sont laissés eux-mêmes avec la consigne d'empêcher simplement une simple consigne, surtout vous les empêcher de s'installer. Point. Voilà, je pourrais en parler longuement, donc je vais juste dire quelque chose. Les images sont quelquefois un peu trompeuses. On a l'impression que donc, les policiers, il arrive qu'ils aient des gestes qui ne soient pas admissibles, mais ce qu'on ne dit pas souvent dans les médias, c'est que l'État français met à la disposition de tous les migrants tous les soirs un car qui les emmène à l'abri. C'est-à-dire l'idée de dire l'État fait en sorte qu'ils couchent dehors dans des conditions innommables, et en plus ils sont réprimés par les policiers, est une erreur, c'est un faux point de vue. Parce qu'en fait, tous les soirs, il y a une possibilité d'aller s'abriter, évidemment, à 50, 60, 80 km de Calais, puisqu'effectivement, la politique de l'État français, c'est de ne plus permettre que Calais soit la base de départ, etc. Oui, voilà. Et pourtant, il y a ces violences qui sont de plus en plus fortes. Oui. Alors, on a envie de reposer la question, Bertie Bayard, qui est responsable ? Je crois que vraiment, c'est des dossiers dans lesquels on ne peut pas pointer une responsabilité. On a une sédimentation de problèmes qui s'agrège sur Calais, qui est absolument terrible. On voit se reconstruire. Ce qui s'est passé là, avec cette violence, d'abord, on parle beaucoup on reparle un petit peu de la violence des policiers. Là, ça n'a pas été le sujet pour le coup. Voilà, on ne va pas faire trop d'honneur à Yann Moix. Voilà. On se demande sa caméra d'ailleurs, pourquoi il n'a pas été filmé, ces bagarres. Mais donc là, on est vraiment sur une violence entre migrants. On voit bien cette espèce de société parallèle qui se crée, qui évolue aux alentours de Calais, indépendamment de la destruction de la jungle, avec ses trafics, ses bandes, ses communautés. Et là, cette explosion de violence qui est d'autant plus frappante qu'effectivement, là, elle était avec des armes à feu, près des habitations et de la vie de tous les jours des Calaisiens. Voilà. Après, il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de responsable unique, et je ne sais pas quelle est la solution. Mais on écrit tout, ça ressemble à une impasse, ce sujet. Est-ce que dans les réseaux sociaux, les gens sont sévères avec le gouvernement ? On a posé la question aux internautes. Ouais. On leur a dit, c'est la question du jour du Figaro, est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour faire baisser la pression migratoire à Calais ? 86% répondent non. En fait, ce qu'on constate sur le web, il y a un coupable unanime pour tout le monde, qui est facile, qui sont les passeurs. C'est le nom. Enfin voilà, tout le monde les pointe tout le temps. Un peu facile en soi parce que voilà, mais un bouc émissaire qui fonctionne que ce soit des internautes de droite, de gauche, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, c'est pas des boucs émissaires. Non, mais disons que s'il fallait un coupable, celui-là, tout le monde est d'accord là-dessus. Quoi. Après, Yann Moix fait la une des réseaux sociaux autour de ce sujet, pas forcément bien d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Donc Yann Moix qui a accusé de la police de violence
de violences graves contre les migrants, ce qui lui a valu une réponse assez forte, démentant totalement ses propos du préfet du Pas-de-Calais. Et j'ajoute que la réponse au préfet est dans Marianne cette semaine. Voilà. Monsieur le préfet, jugez-moi, tel est le titre de la lettre de Moix. Disons qu'il se prend un peu pour Zola. Voilà. C'est Zola du riche, c'est Zola du MEDEF. C'est d'ailleurs, il y a plein de références à Zola, Victor Hugo sur les réseaux, enfin bref. Zola du MEDEF. Oui, parce que la référence elle est évidente avec Anne. Mais globalement, sur ce qui est de la responsabilité du gouvernement, presque tout, enfin on lit plein de messages qui disent c'est le fruit du passé, mais on demande quand même beaucoup d'actions de la part de M. Collomb. Ils trouvent qu'il y a beaucoup de paroles et peu d'actions et ils attendent des actes forts, après lesquels exactement il y a des tas de débats. Certains disent qu'il faut plutôt suivre ce que les associations proposent avec des couloirs humanitaires, d'autres voilà. Mais globalement, on sent que ça monte un peu dans l'attente de faits et de mesures très concrètes de la part de M. Collomb. Karine nous dit que peut faire l'État pour régler ces problèmes de violence? Honnêtement, point d'interrogation. Concrètement, ça coûtera cher, on n'a pas les moyens. Tandis que Kiki nous demande si les migrants à Calais sont armés. Ben, apparemment, puisqu'il y a eu 5 blessés par balle. Guillaume Bigot. Je trouve que c'est d'abord étonnant on a vraiment la preuve sous les yeux depuis longtemps que ce qu'on appelle des exilés, des migrants, sont en fait des candidats à l'immigration économique en Grande-Bretagne. Alors il peut y avoir aussi des liens entre certaines nationalités et puis les ex-dominions britanniques. Donc il y a la volonté de ces gens de retrouver des réseaux familiaux, des réseaux nationaux en Grande-Bretagne. Mais ce que vous nous dites, si on comprend bien, c'est que si c'était des exilés politiques qui voudraient rester en France, alors qu'ils ne se battraient pas pour partir en Angleterre. Des gens qui seraient menacés dans leur vie par leur État, à raison de leur appartenance religieuse, ethnique, etc., ou de leur engagement politique, bien sûr qu'ils resteraient en France et qu'ils accepteraient d'être relogés ailleurs sur le territoire. Donc en fait, ils n'ont qu'une idée en tête, au péril de leur vie et au péril de la vie des autres, c'est de passer à toute force en Grande-Bretagne. Bon, on n'est pas là pour juger la raison pour laquelle ces gens sont dans cet état de désespérance et veulent à tout prix le faire. La question n'est pas là. Simplement, on a la preuve absolue qu'il s'agit de migrants économiques et non d'exilés. Donc, à partir de là, si ce sont des migrants économiques, pourquoi veulent-ils aller en Grande-Bretagne? Pas sûr, parce qu'il y a de l'emploi en Grande-Bretagne. Sinon, ils resteraient en France ou ils iraient dans d'autres pays. Donc c'est une tartufferie gigantesque de nous présenter ces gens qui sont bien sûr dans une situation compliquée, y compris au plan humanitaire, comme étant les victimes de l'indifférence de l'État français, voire de l'agressivité de l'État français. C'est sidérant. Et je pense qu'il s'agit là d'une sorte de marqueur social pour appartenir à la classe dirigeante. Vous savez, c'est un peu comme... Quand à l'époque du travail de nuit des enfants, il y avait les dames patronesses qui avaient leurs bons pauvres. Voilà, maintenant on a ces bons migrants. Donc les bons migrants de Calais, alors il faut aller les voir et les gens, les people, vont sur place. Tout ça est une tartufferie insupportable. Je pense que la population n'en peut plus. D'abord, la population n'en peut mais, comme l'a parfaitement exprimé le maire de Calais. Oui, dans le Figaro, s'exprime aujourd'hui très fortement. On peut même aller plus loin. J'avais une sorte de formule un peu provocatrice, d'ailleurs, dans vos colonnes. J'ai utilisé ça, le Zola des riches, pour mon camarade Moix. Mais en fait, on peut se demander si ça n'exprime pas une sorte de racisme social, en réalité. Parce que ces migrants économiques... Ce n'est pas un problème moral, l'immigration, c'est un problème d'abord économique. Si vous avez de plein emploi, vous pouvez parfaitement faire venir des immigrants, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas d'emploi, alors ça va contribuer à faire baisser le salaire. Je pense réellement que ce problème, et en plus là, avec ces violences, on voit bien qu'une société finalement... Voilà, ce que ça dit en creux aussi, c'est ces violences entre origines nationales, entre origines ethniques de migrants. Il y a bien sûr cette misère sur place, cette pression qui est exercée sur ces gens. Mais au-delà, on voit bien qu'une société tout de même multiculturelle, c'est potentiellement une société multiconflictuelle. Il faut vouloir assimiler l'immigration. Et nous voyons, vous parliez d'une photo, effectivement, montrant les scènes d'affrontement hier. Vous avez un commentaire à faire là-dessus, Hervé Nathan, sur cette idée qu'effectivement, si ces migrants se battent pour partir en Angleterre, c'est que ce ne sont pas des réfugiés politiques. Je pense que ce n'est pas parce qu'on se bat entre Afghans et Érythréens qu'on n'a pas des motifs politiques du départ de son pays d'origine. Je ne vois pas où est la preuve absolue. Mais parce que, d'abord, D'abord, c'est d'expliquer, par exemple, les Érythréens et les Afghans, s'ils demandent l'asile en France, ils vont l'obtenir. Donc ça veut dire qu'aux yeux de nos propres lois à nous, potentiellement, ce sont pratiquement tous des exilés politiques, c'est pratiquement tous des gens à qui on doit l'asile. Donc on ne les considère pas comme des migrants économiques au regard de nos propres lois.
pas simplement les lois de la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller là-bas? Vous l'avez dit vous-même, il y a de l'emploi, effectivement, ça va mieux, c'est plus facile, il y a de la famille, ils sont anglophones, enfin, effectivement, il y a quelques raisons de dire je préfère aller là que rester en France, d'autant que la France fait quand même savoir que les gens ne sont pas très bienvenus. Je voulais dire quelque chose, c'est que à qui la faute, je martèle, la faute revient au gouvernement britannique. Et d'une certaine manière, au gouvernement français, qui, encore une fois, le président de la République a rencontré Mme May. Normalement, il avait promis de renégocier les accords du Touquet. Donc, ces accords qui font que la frontière britannique est en France et la frontière française est en Grande-Bretagne, et qui font que ce sont des policiers français. Et normalement, je vais essayer d'expliquer ça, nous bafouons nos propres lois, puisque nos propres lois disent que nous ne pouvons pas empêcher quelqu'un de demander l'asile. On peut fermer la frontière, on peut renvoyer les gens chez eux. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'empêcher quelqu'un de demander l'asile s'il a droit à l'asile. Et là, ce que nous faisons, ce que font les policiers français, c'est, sur ordre de la Grande-Bretagne, qui fait en sorte qui fait tout pour ça, c'est d'empêcher des gens qui demandent l'asile de demander au pays où ils veulent demander l'asile, c'est-à-dire à la Grande-Bretagne. Ça concerne notamment les mineurs. Je signale que les Anglais sont en train de nous mettre à la charge de l'État français, ça va coûter extrêmement cher, des mineurs isolés, alors que dans les lois anglaises, les mineurs, normalement, doivent être intégrés à la Grande-Bretagne. Et c'est nous qui allons les avoir en charge. Donc il faut absolument, il n'y a pas de solution sans la Grande-Bretagne. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Guillaume Bigot, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire aux Anglais, ce sont vos migrants, donc c'est à vous de vous en occuper et les frontières, on les ouvre? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mais la Grande-Bretagne est un État pleinement souverain. Et donc, on imagine dans un contexte, vous avez raison, Hervé Nathan, de rappeler que le système juridique français et l'état actuel de notre législation ne permet pas c'est tout à fait exact. Mais on mesure tout de même la différence entre les régimes juridiques et dans la sensibilité politique pour appréhender ce genre de phénomène. Notamment le rapport... disons, aux droits de l'homme en général, et le fait de placer la défense des individus au-dessus, finalement, de l'ordre public. Je voudrais voir tout de même qu'aux États-Unis, dans un pays comme les États-Unis ou un pays comme la Grande-Bretagne, il y ait des migrants en situation irrégulière, qui s'agglutinent comme ça, qui menacent l'ordre public, qui se battent entre eux. À mon avis, l'affaire serait vite réglée, je vous assure. Et puis il y a une différence, c'est que le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen, contrairement à... Absolument. Ça risque pas d'arriver, puisqu'ils font en sorte que ça arrive chez nous. C'est ça, toute la duplicité du système, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas chez eux. Donc effectivement, ils ont les mains propres. Bon. Et puis parce qu'ils n'ont pas de main, aurait ajouté Peggy. Je vous propose de passer à un autre sujet moins dramatique, celui des effectifs de la fonction publique. Le gouvernement a annoncé hier son souhait de permettre aux agents publics qui le souhaitent de partir sur la base d'un plan de départ volontaire. Jusqu'à présent, ça existait surtout dans le secteur privé. Et puis, l'État a dit que finalement, ce serait une bonne idée de recruter peut-être un peu plus de contractuels, donc des gens qui n'ont pas le statut. Et si on allait plus loin, et si on supprimait le statut de la fonction publique, j'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Chers invités, mais on va d'abord écouter Olivier Dussopt, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, c'est comme ça qu'on dit ministre de l'Économie.